merci à toutes les personnes qui sont présentes, hein. On voit que ça se connecte au fur et à mesure, ça continue de se connecter. Avant de commencer, parce on va laisser un peu de temps aux personnes pour se connecter, c'est toujours un peu ces 5 minutes de battement. On va les mettre à profit néanmoins, parce qu'on a besoin enfin de savoir qui vous êtes, ceux qui étaient là un peu en avance et qui avaient hâte de participer. On leur a un peu expliqué. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, donc on a Victory aujourd'hui qui est ici présente dans un lieu assez exceptionnel qui est du coup la Fondation Vuitton, rien que ça. On a Charlotte qui est à côté, qui nous permet en fait qui va nous permettre en fait de répondre potentiellement à certaines de vos questions. Elle fait partie de l'équipe Mon Chasseur IMO. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans la partie Q&A. On va les traiter en fin de séance. Et en plus de ça, si c'est des questions qu'on peut traiter rapidement, facilement, entre guillemets, Charlotte pourra vous répondre. Ce qu'on vous propose de faire pour commencer, c'est de faire connaissance déjà dans un premier temps. Vous avez une rubrique sondage et on a quelques questions pour vous, 2 questions qui vont nous permettre de savoir déjà un peu qui vous êtes. Donc n'hésitez pas en plus de ça à vous présenter en commentaire. Mais ces questions, donc qui est déjà propriétaire et si vous avez un projet, quel est votre projet, vont nous permettre d'adapter un peu le discours. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre au sondage. Et également, il y a une troisième question qui est où souhaitez-vous acheter si vous avez un projet? Parce que moi, je connais très bien le marché parisien et l'Île-de-France, un peu moins bien la province, mais tout de même, je pourrais quand même vous renseigner. Donc, ça me permet de savoir un peu sur quoi je dois axer. Voilà. Et là, pour l'instant, je vois que les projets, c'est plus Paris-Île-de-France en tout cas. Donc, ça va aller. Yes. Alors, je vais me prêter au jeu, un peu comme tout le monde. Hop, moi aussi, je suis déjà propriétaire. Je fais partie des 100% de personnes qui sont déjà proprio. J'ai un projet néanmoins qui est d'acheter une résidence principale. Donc, je fais partie aussi des 5 autres personnes qui ont répondu à cette question et j'achète en Île-de-France. Donc voilà, on vous invite à répondre à ces questionnaires. Alors l'onglet sondage, normalement, il devrait être sur le panel. Vous pouvez peut-être l'ouvrir et pour avoir, à travers les 3 petits points sur More Actions, plus d'actions, et pouvoir y avoir accès. Ou sinon, pas de souci, hein, vous pouvez répondre aussi dans la partie chat. Ouais. N'hésitez pas à vous présenter, hein, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, le sondage, je le vois dans le chat. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais peut-être en remontant dans la conversation. Je ne sais pas. Ouais, vous pouvez aussi le retrouver effectivement à ce niveau-là. C'est assez pratique. Vous pouvez remonter normalement comment dire, le fil de discussion et le retrouver. Donc, on vous laisse continuer de vous présenter. Je vois qu'il y a de plus en plus de votes. D'ailleurs, c'est intéressant. Ouais. Donc, voilà. En parallèle de ça, on avance, parce qu'il est 3. Tori, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Alors, donc moi, je suis Victory, je suis chasseuse chez Mon Chasseur IMO depuis 5 ans maintenant. Et je suis aussi avec Charlotte en charge des partenariats, et d'où le fait qu'on se parle avec Cherry Peak aujourd'hui. Et voilà, et en tant que chasseur, on vous expliquera exactement par la suite, un peu dans la présentation, en quoi consiste notre métier. Mais donc, pour vous spoiler, c'est accompagner les acquéreurs principalement dans leur projet immobilier. Et je fais partie du réseau Mon Chasseur IMO qui est présent sur toute la France, donc pour répondre à toutes vos problématiques d'achat partout en France. Voilà. Super, merci Victory. Très rapidement, moi, Renan, je travaille chez Cherry Peak. Cherry Peak, c'est une plateforme, c'est un peu comme une marketplace en réalité, où on met en relation des indépendants, des freelances, avec des grands groupes, tous secteurs confondus. Je ne vais pas vous en dire trop parce que ce n'est pas le but du jeu, mais on est 100% gratuit, on est sur des missions longues avec des TJM assez élevés. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Il y a pas mal de missions et de belles opportunités à saisir. Aujourd'hui, sur le sommaire, on va aborder
3 points principaux. On va en profiter déjà pour faire un petit état des lieux du marché de l'immobilier en 2023. Il y a beaucoup de choses, on entend parler de beaucoup de choses, et donc l'idée, c'est de pouvoir quand même débroussailler tout ça. On va aussi vous donner des conseils que vous allez pouvoir rapidement activer sur quelles sont les conditions déjà pour acheter, mais aussi vraiment nos tips pour déclencher cette phase d'achat. Nouveau spoiler alerte, avant la phase traditionnelle de questions-réponses, on a une petite surprise pour vous, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout, ce sera hyper intéressant. Pour ceux qui se connectent encore, merci à tous d'être présents. Bonjour Céline d'ailleurs, qui vient de mettre un message. J'espère que cette session va répondre à vos questions. Si vous avez des questions, donc j'en profite avant de lancer vraiment le sujet. Rubrique Q&A, Charlotte est présente pour y répondre aussi en parallèle. Donc voilà. Premier point, Victory, rapide présentation de Mon Chasseur Immo, on en a même un peu parlé déjà, mais je te laisse reprendre la main. Voilà, donc je vous disais, je fais partie du réseau Mon Chasseur Immo, qui est le réseau leader de la chasse immobilière en France. Ça fait 10 ans que le réseau a été créé, donc en 2012. Et on est les plus nombreux en fait en France. Le chiffre n'est même plus à jour parce que ça va vite. On est maintenant 160 chasseurs sur toute la France. Donc voilà, on est vraiment dans toutes les grandes villes et même les villes moyennes, et de plus en plus en fait en fonction des projets, on se déplace un peu partout. Donc chaque chasseur accompagne ses clients sur sa zone d'expertise. On a accompagné, le chiffre n'est plus à jour non plus, mais c'est plus de 10 000 acquéreurs. Et on a une satisfaction client de 4,9 sur 5. Voilà, on témoigne tous les avis qu'on peut avoir sur Google, et ImmoAdvisor, qui est la plateforme d'avis spécialisée pour l'immobilier. Voilà pour Mon Chasseur Immo. On rentre du coup dans le vif du sujet. Le premier point, l'idée c'est de faire un état des lieux en fait du marché de l'immobilier en 2023. Du coup, forcément, il s'est passé beaucoup de choses sur ces 2-3 dernières années. Ça a beaucoup bougé. Et donc, je te laisse nous en dire un peu plus, Victory. Effectivement, le contexte a pas mal changé, surtout entre fin de l'année dernière et cette année. Donc, vous l'avez entendu, c'est un sujet qui est récurrent dans les médias. Les taux d'intérêt des prêts immobiliers augmentent. C'est en lien évidemment avec la conjoncture et l'inflation. Et donc là, on vous a mis un petit tableau pour vous montrer, alors je ne sais pas si c'est très lisible, mais grosso modo pour vous montrer l'impact de la hausse des taux sur votre capacité d'emprunt. Et donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, la hausse des taux de 1 point suffit à vous faire perdre en capacité d'emprunt de manière assez importante, entre 30 et voilà, 35% environ de capacité d'emprunt. Donc, ce n'est pas négligeable. Néanmoins, il faut garder le sourire, puisqu'en France, on a la chance d'avoir des banques qui proposent des taux fixes. Et donc, ce qui veut dire que quand vous empruntez, même cette année, avec des prévisions qui ne sont pas forcément les plus joyeuses, puisque les taux vont continuer d'augmenter, vous pourrez toujours renégocier votre taux par la suite quand la conjoncture sera plus propice, on va dire. Et donc, vous pourrez renégocier votre taux à la baisse. Donc, pour moi, oui, les taux augmentent, les taux vont continuer d'augmenter. Ce n'est pas une raison pour reporter son projet d'achat. Au contraire, acheter le plus tôt possible, c'est toujours le mieux. Quand on achète, on commence déjà à capitaliser, à se constituer du patrimoine. Et ensuite, quand la conjoncture change, on peut renégocier son taux. C'est toujours possible, même après plusieurs années. C'est le premier spoiler alerte en fait sur les conseils, j'ai l'impression. Exactement. C'est vrai que si on s'inscrit dans une dynamique un peu, on se pose des questions, je repousse, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, n'oubliez pas, hein, si on fait un petit retour en arrière, si vous interrogez, par exemple, vos parents et vous leur demandez les taux qu'ils avaient à l'époque, vous allez voir un graphique, c'est assez effrayant. Donc, effectivement, peut-être que sur la prévision 4%, ça a l'air élevé. Mais en réalité, c'est pas grand-chose. Et comme l'a dit, le premier bon conseil, en réalité, c'est qu'on peut on peut renégocier plus tard. Donc ne soyez pas effrayés.
Et prenez pas ça pour un frein à 100%, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. C'est exactement ce que tu as dit, mais juste, je remets une couche. Il faut pouvoir dézoomer et avoir en tête que la situation de ces dernières années avec des taux très bas, c'était une situation en fait qui était exceptionnelle et que là, on est plutôt sur un retour à la normale et que c'est des taux en fait qui sont tout à fait corrects et moins élevés effectivement que ceux que pouvaient avoir nos parents ou même nos grands-parents. Voilà. Yes. Alors moi, j'ai un schéma que j'ai jamais compris, donc ça tombe bien, tu vas pouvoir nous l'expliquer. Les classes de DPE, s'il te plaît. Alors, DPE, déjà, DPE, ça veut dire diagnostic de performance énergétique. Avant la loi climat et résilience de juillet 2021, on s'en foutait de ce diagnostic quand on achetait un appartement. Il y était, hein, mais personne s'en souciait, personne ne le regardait parce qu'en fait, il servait à rien. Depuis juillet 2021, c'est le document que tout acquéreur regarde et doit impérativement regarder. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc le DPE, il va classer le logement que vous allez acheter avec une note qui va de A à G, A étant la meilleure, G la moins bonne, pour dire si le logement est performant énergétiquement parlant. F et G, c'est vraiment les plus mauvais, c'est ce qu'on appelle les passoires énergétiques. E, ça va encore, mais on va voir qu'il y aura des restrictions par la suite. Et A, B, C, D, pour l'instant, on est tranquille. Alors, quel impact ça a la note du DPE? Alors, j'ai vu qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui avaient comme projet de faire des investissements locatifs. Et donc ça va particulièrement vous intéresser, puisque quand on veut maintenant mettre son bien en location, quand on achète pour mettre en location, on ne peut plus avoir un DPE. Pour l'instant, c'est interdit, ça va être interdit le 1er janvier 2025, mais il est déjà interdit depuis là, le 1er janvier 2023, d'augmenter son loyer. Et ensuite, ce sera interdit de louer les classes F, vous voyez, en 2028 et les classes E en 2034. Donc, ça laisse un petit peu de temps. Ça permet aussi à ceux qui sont déjà propriétaires ou à ceux qui vont l'être de pouvoir faire des travaux pour améliorer la performance énergétique de leur logement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter des biens qui sont classés E, F ou G, mais il faut avoir conscience être au courant que quand on en achète un, il faut mieux d'abord le rénover pour pouvoir ensuite le mettre en location tranquillement. À savoir que ces DPE, ça a quand même une grande incidence en ce moment sur le marché, notamment à Paris, puisqu'à Paris, 70% du parc immobilier, en fait, il est classé E, F ou G. Donc ça a pour conséquence une baisse des prix. Et ça, voilà, il y a aussi les médias qui en parlent pas mal, les prix de l'immobilier ont tendance à baisser, etc. Et effectivement, en fait, les prix à Paris, par exemple, baissent parce qu'ils sont tirés vers le bas par ces passoires énergétiques sur lesquels on peut négocier des prix. Mais spoiler alerte, les biens qui n'ont pas de défaut et qui ne sont pas des passoires énergétiques, ils partent toujours au même prix qu'avant. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, le DPE, c'est une opportunité puisque ces biens qui sont mal notés, ils sont actuellement négociables et ce sont des opportunités pour acheter moins cher, faire ensuite des travaux et puis les mettre en location ou les garder pour vous si vous le souhaitez. Parce que attention, même si vous achetez pour votre résidence principale, le DPE il pourra avoir un impact à la revente du bien. Et donc c'est quand même important de l'avoir en tête. Si vous voulez y vivre, si c'est pour vous, vous n'avez pas de projet de mise en location, très bien, vous pouvez acheter un bien qui est classé G. Néanmoins, attention, au moment de la revente, ça pourra quand même freiner de potentiels acquéreurs. Donc tu parlais d'écart en fait entre les villes. Donc j'ai passé la slide un petit peu trop tôt, mais à coup pas. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est intéressant et ça vous laisse voir un peu aussi les évolutions et tendances du marché. Je te laisse nous expliquer un peu tout ça. Ouais, donc ce que je vous disais, c'est que en ce moment, on dit que les prix baissent parce que les taux augmentent. Alors, c'est un peu vrai, mais néanmoins, ça dépend des villes. Et comme on peut le constater, ce n'est pas le cas dans toutes les villes. En fait, c'est surtout dans les grosses villes comme Paris, Bordeaux, Lyon, où les prix avaient beaucoup augmenté ces dernières années, où c'était devenu la folie, où en fait, on assiste plutôt à une correction un peu du marché, une stabilisation des prix plutôt qu'une baisse. Là où les prix sont en baisse, je vous l'ai dit, c'est quand les DPE en fait sont mauvais. Et là, on peut avoir des marges de négociation plus importantes parce que les propriétaires sont obligés de vendre, ils ne peuvent pas faire les travaux, par exemple, de rénovation. Ils se retrouvent avec des biens qu'ils ne peuvent plus mettre en location et donc ils sont obligés, en quelque sorte, de les brader. Attention, néanmoins, voilà, les prix baissent, mais ça ne compense pas la hausse des taux. Donc, mieux vaut acheter, encore une fois, le plus tôt possible.
Au niveau du marché dans sa globalité, on a, c'est vrai, une baisse du nombre global de transactions. 2021, c'était une année record. Peut-être, Renan, tu peux passer la slide d'après. Yes. 2021, c'était une année record. On avait 1 200 000 transactions quasiment. Et voilà, en 2022, il y a eu un petit repli. Et là, 2023, on pense qu'on va vraiment repasser sous la barre du million de ventes. On va à peu près être à 950 000 transactions. Ce qui fait que, en tant qu'acquéreur, les acquéreurs reprennent un peu le pouvoir en quelque sorte. Là où avant, quand un bien était en vente, les acquéreurs se battaient, il y avait 10 acquéreurs sur un bien. Voilà, ça va être un peu moins le cas. Donc, encore une fois, en tant qu'acquéreur, vous aurez peut-être l'opportunité de davantage négocier, mais aussi de plus prendre le temps pour pouvoir faire une offre, de pouvoir bien relire les documents en amont, etc. Mais ça, je vous expliquerai encore une fois tout ça après sur comment faire pour bien acheter. C'est intéressant en tout cas de voir déjà cette courbe, ces tendances, et on voit vraiment que le marché parisien, Île-de-France, se stabilise et diminue un peu, C'est ça. versus l'explosion des achats en province. C'est un phénomène d'ailleurs qu'on voit en fait, qui n'est pas né au Covid, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On voit que c'est déjà en forte accélération depuis quand même pas mal de temps, quoi. Oui, en fait, c'était déjà des marchés un peu de report parce que comme les prix à Paris ou dans les grandes villes commençaient à devenir très élevés, bah forcément, par ricochet, en fait, les villes de province commençaient à prendre un peu plus d'importance, les villes moyennes. Et donc ça continue sur cette lancée, accentuée par le Covid aussi. Voilà. Alors, on voit que les stations balnéaires et les stations de ski, c'est le bon plan. Ouais. Je Je ne me sais pas posais- si ce sera le cas longtemps avec le réchauffement climatique, mais voilà. Pour l'instant, ouais. En tout cas, tout ce graphe, hein, et tout le support de présentation, on vous le partagera. Donc, si vous voulez regarder ça un peu à la loupe, vous pouvez le faire à tête reposée. On avance et on rentre vraiment dans le vif du sujet après ce petit constat, en fait. Et on va vous expliquer, en tant que freelance, quelles sont vraiment les conditions pour que vous puissiez acheter un bien immobilier. Victory, je t'en prie. Voilà, donc ça, je pense que c'est les questions que vous vous posez le plus en tant que freelance et voilà, ou indépendant. C'est comment je fais pour emprunter? Est-ce que les banques vont vouloir me prêter alors que voilà, j'ai pas un CDI, une fiche de paye, etc. Pas de panique, tout le monde peut emprunter. On peut même emprunter quand on est freelance. Moi-même, d'ailleurs, je suis indépendante et je continue d'emprunter pour financer des achats immobiliers. Alors, cependant, il faut respecter quelques conditions. Notamment, il faut être à son compte, avoir sa société depuis au moins 3 ans pour pouvoir présenter 3 bilans et de préférence 3 bilans en croissance. Voilà. Il faut que votre chiffre d'affaires soit en augmentation, même si c'est une augmentation qui est minime, ça permet aux banquiers d'être rassurés et de voir que votre activité fonctionne. Il faut avoir un apport minimum de 20%. Avant, on pouvait acheter avec 10% d'apport. Ça, c'est fini. Les banques ont changé leurs conditions. Maintenant, il faudra avoir 20% d'apport pour financer votre opération. Le secteur d'activité dans lequel vous évoluez aussi est important. Bon, ici, je pense qu'on n'a que des freelances de la communauté de Cherry Pick, donc vous êtes tous dans un secteur d'activité qui est porteur. Voilà, c'était plus pour si vous avez des connaissances, des amis qui sont dans d'autres secteurs d'activité, comme par exemple qui sont à leur compte dans la restauration. Ben là, ça peut être un petit peu plus compliqué parce que les banques se souviennent de l'épisode Covid, par exemple, et ne voudront pas forcément prêter pour ce type de profil. Il faut respecter aussi d'autres conditions qui sont le taux d'endettement. Donc, la banque vous prêtera à hauteur de 33% maximum. Vous ne pourrez pas vous endetter plus. Et sur 25 ans, sur une durée de 25 ans. Pour Ok. quelques petits tips pour augmenter votre apport, parce qu'on n'a pas forcément tous 20% du montant du bien qu'on vise qui est disponible. Pour augmenter votre apport, 2 petits tips. 33% du revenu net. Je vois une question, je réponds directement. Pardon, je ne l'ai pas précisé. Revenu net avant impôt. Petit tip donc pour augmenter votre apport, vous pouvez faire un crédit conso. Les taux sont un peu plus élevés, mais voilà, ça peut être une solution. Les banques, elles ne vous demandent aucun justificatif pour faire un crédit conso, ça vous permet d'avoir un apport. Deuxième piste, il y a des sociétés qui se proposent de co-investir en fait avec vous.
notamment une avec laquelle nous, on est en partenariat qui s'appelle Virgile, Virgil, vous pourrez regarder après. Et ils investissent en fait à vos côtés et vous les remboursez après. Il y a des certaines conditions de durée, mais ça peut vous permettre voilà, d'acheter un bien plus grand, que celui auquel vous auriez pu prétendre. Voilà. Dernier petit tips, ayez des comptes bancaires qui sont bien tenus, qui sont propres, pas de découvert, les banques elles n'aiment pas ça, pas de dépenses de jeux d'argent ou de paris sportifs qui apparaissent. Ça pareil, si vous êtes adepte de BetClick par exemple, eh ben, sachez que vous devrez donner à la banque vos 3 derniers relevés de compte. Donc arrêtez de parier pendant 3 mois avant d'investir. Comme ça, la banque verra des relevés qui sont clean. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément et c'est hyper important. Et Ouais, en plus, si vous vous dites, pas de souci, j'ai plusieurs comptes bancaires, ils vont vous demander l'intégralité de vos comptes bancaires. Donc, exactement. attention à ça, effectivement, c'est un très bon conseil. Et moi, je complète aussi, parce que c'est vrai que ça peut être assez effrayant, les 3 bilans comptables croissants. Vous inquiétez pas, si vous êtes free et que ça fait pas 3 ans que vous êtes free, investir dans l'immobilier, c'est toujours possible. Il y a d'autres Oui, solutions et notamment, vous pouvez, de manière, on va dire, anecdotique, faire du portage salarial, par exemple, le temps de pouvoir vous constituer votre dossier. Et ça vous permettrait en fait voilà, d'être free, de pouvoir de souscrire enfin, de lancer votre projet quoi, concrètement. alors ça, c'est une possibilité, effectivement. Mais sinon, ça, c'était les conditions pour acheter en votre nom propre. Vous pouvez aussi acheter en société. Et donc là, soit vous associez ou soit acheter en société tout seul, constituer une SCI, une SARL de famille avec des gens que vous connaissez. Et là, vous n'êtes plus soumis aux conditions d'endettement de 33%. Et, euh, et les revenus des autres personnes qui entrent dans la société avec vous peuvent vous permettre aussi d'emprunter peut-être davantage. Voilà, pour les sociétés, c'est des conditions qui sont différentes. Et donc là, le mieux, c'est vraiment d'en parler au cas par cas si vous avez ce projet avec voilà, un notaire, un courtier ou encore un expert comptable pour vous renseigner. Mais sachez que tout est possible. Voilà, donc là, monter une SCI, ça peut vous permettre d'investir d'ores et déjà sans avoir vos 3 bilans. Ok, hyper intéressant. Euh, on a davantage de conseils d'ailleurs à vous donner aujourd'hui et je te laisse continuer du coup sur ce sujet. Voilà, alors là, c'est vraiment focus sur comment bien acheter. Parce que donc j'ai vu qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui avaient des projets d'achat, que ce soit des résidences principales ou des investissements locatifs. On se pose 1000 questions, surtout quand c'est la première fois. Par quoi il faut que je commence? Est-ce que d'abord je dois regarder les annonces, d'abord faire étudier mon budget, comment je fais pour, si un bien m'intéresse, pour remettre une offre, etc. Donc là, je vais vous expliquer tout ça pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, pour acheter une résidence principale, le premier conseil, c'est d'anticiper votre projet. Donc, d'abord, connaître votre budget disponible, surtout en ce moment avec les taux qui augmentent. Donc, le mieux pour ça, vous allez voir soit votre banquier, mais de préférence, moi, je conseille toujours aussi un courtier, puisqu'il est vraiment indépendant et il connaît mieux le marché et les conditions, et puis il va avoir accès à plus de banques, donc plus de possibilités pour vous. Donc, vous allez voir un courtier pour qu'il vous fasse une étude de financement. Voilà, lui, il va vous demander un peu voilà, combien vous gagnez. Il va regarder si vous réunissez les conditions que j'ai évoquées précédemment. Et il va vous donner votre enveloppe budgétaire pour l'achat. Parce que l'acquisition, c'est une chose, il y a le prix du bien, mais il y a aussi d'autres frais auxquels on ne pense pas forcément au départ et qu'il faut prendre en compte. Et donc, le courtier il va bien vous expliquer tout ça. Il y a donc le budget pour l'acquisition en elle-même, le prix du bien, mais il y a aussi après les frais de notaire, les frais de garantie de la banque, les frais de courtage éventuellement. Et donc, tout ça, il faut que ça rentre dans votre enveloppe globale de budget. Ne mettez pas tout votre budget pour l'achat du bien, sinon vous êtes foutu derrière. Ensuite, une fois que vous avez votre budget, ça va vous aider à définir dans quelle zone vous allez pouvoir chercher en fonction du nombre de mètres carrés que vous souhaitez, du nombre de pièces, en fonction de vos besoins, si vous voulez avoir un extérieur, etc. Ça va vous permettre d'identifier la zone.
Et ensuite, pour avoir la connaissance du marché, là, le mieux, c'est de regarder les annonces en ligne dans un premier temps. Deux grands portails, c'est Se Loger et Le Bon Coin. C'est là où vous allez avoir 70% des annonces. Et ça vous donnera déjà une bonne vue de ce qu'il y a en ligne. Vous allez pouvoir voir les prix et pouvoir comparer. Voilà, ensuite, là, c'est vraiment les conseils de chasseurs. Au-delà du bien, il faut vraiment regarder tout ce qui a trait à la copropriété, si vous achetez un bien en copropriété. Donc, bien demander les documents, pouvoir les relire, etc. Et à ce moment-là seulement, si tout vous paraît OK, si le bien vous plaît et si la copro vous semble saine, alors vous pourrez remettre une offre. Pour ce qui est de l'investissement, donc attention, comme je vous le disais, au DPE. Regardez bien le DPE. S'il est mal noté en F ou G, ne vous fiez pas aux travaux qui sont préconisés dans le DPE, mais faites venir aussi un entrepreneur qui va vous chiffrer réellement le montant des travaux, parce que dans les DPE, c'est vraiment sous-estimé. Intégrez bien le coût de ces travaux dans vos calculs de rentabilité pour voir si le projet est viable, surtout, parce que le coût des travaux augmente beaucoup, donc ne vous fiez pas à ce que va dire l'agent. Et enfin, basez-vous sur un loyer qui est cohérent. Attention, il y a des zones où les loyers sont encadrés, donc renseignez-vous bien pour savoir si là où vous achetez, la zone est soumise à l'encadrement des loyers ou non. Pareil, si vous avez un projet de location saisonnière, vérifiez bien les conditions dans la ville où vous souhaitez acheter. Il y a des villes dans lesquelles c'est très compliqué de faire du Airbnb. À Paris, par exemple, c'est quasiment impossible. Il faut respecter 100 000 conditions. Je pourrais vous les donner si ça vous intéresse, mais voilà, vérifiez bien en fonction de la ville. Ok. Et surtout, pour éviter toutes les erreurs, entourez-vous d'experts, des courtiers, comme je vous ai dit, des notaires ou encore des chasseurs comme nous. Ouais, c'est vrai que c'est un conseil vraiment qui est ultra important, qui est très fort. Ça va vous permettre, bon, on va approfondir un peu, mais de gagner du temps qui est extrêmement précieux. Euh, Ça me fait penser à une anecdote, en fait, ce que tu disais, pour ceux qui maîtrisent la data. J'avais un ancien de mes consultants qui avait scanné, récupéré toutes les données des sites type Se Loger pour pouvoir créer des modèles prédictifs, en fait, des évolutions des prix sur certaines zones géographiques très précises. Donc, voilà, vous pouvez aussi, pour ceux qui maîtrisent un peu tout ça, vous amuser à regarder un petit peu comment ça se passe, les évolutions et même les évolutions des transactions. C'est quelque chose que vous pouvez avoir, enfin, vous pouvez avoir la donnée gratuitement. Il suffit d'aller rechercher tout ça sur le net. Ouais, il y a notamment sur le site des impôts, hein, vous pouvez voir toutes les dernières transactions. Yes. Parce que concrètement, en fait, un achat immobilier, c'est chronophage et frustrant, comme vous pouvez l'expliquer. Exactement. Ça, je pense que ceux qui sont déjà propriétaires, vous devez le savoir, ça prend du temps d'appeler les agences, de vérifier que le bien correspond à vos critères. D'ailleurs, généralement, quand vous êtes tout seul, vous ne vérifiez même pas. Vous regardez l'annonce, vous vous dites ah, il a l'air bien. Vous appelez l'agent pour direct aller visiter. Et en fait, pendant la visite, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le bien ne correspond pas du tout à ce que vous recherchiez. Et donc, c'est encore plus frustrant parce que vous vous êtes déplacé pour rien et ça vous a fait perdre du temps. Surtout qu'en freelance, votre temps, c'est vraiment de l'argent. Et puis sur les marchés tendus, c'est encore plus frustrant. Vous appelez, on vous dit non, le bien il est déjà vendu, il n'est plus en vente. Ah non, l'annonce elle s'est remise en ligne toute seule. Alors ça c'est le grand classique. Euh, voilà, vous faites des offres, ça passe pas, vous comprenez pas pourquoi, etc. Un achat IMO, c'est très très chronophage et frustrant, je confirme, pour Yes. l'avoir vécu avant d'être chasseuse. C'est le non-plaisir partagé, effectivement. On l'a tous vécu et une fois encore, moi pour le coup, hein, pour avoir fait des visites où il y avait 70 personnes dans les escaliers, etc., machin, enfin, c'est un enfer et donc c'est là où on voit vraiment la valeur des personnes qui peuvent être autour de vous et vous faire gagner un temps précieux. Une Voilà. fois. Et en fait, c'est notamment pour ça qu'on existe et que notre métier existe, puisque pour acheter, voilà, il vous faut du temps, de la réactivité, la connaissance du marché, du réseau, une certaine organisation. Et pour autant, personne ne s'occupait, en tout cas, des acquéreurs. Quand on veut vendre un bien, quand on a une maison, un appartement à vendre,
le premier réflexe du vendeur, c'est de se dire bah, je vais appeler un agent immobilier qui va m'aider à vendre mon bien. Voilà, 80% des transactions, elles se font avec un agent immobilier. Et quand on veut acheter, bah, le premier réflexe, c'est de se dire bon, bah, je vais aller regarder tout seul sur ce loger, voir ce qu'il y a. Et en fait, voilà, l'acquéreur, il n'est pas du tout accompagné, il est livré à lui-même alors qu'il n'y connaît rien, surtout si c'est un premier achat. Et c'est pour ça que bah, voilà, nous, on est là, que notre métier existe pour justement s'occuper des acquéreurs et défendre leurs intérêts, puisque moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai choisi d'être chasseuse, je considère que c'est bien plus dur de bien acheter que de vendre un bien immobilier. Parce que quand on vend un bien, c'est qu'on a déjà acheté au départ, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Exactement, ouais. J'en profite parce qu'on approche donc de la session questions-réponses. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions. On a Charlotte qui a quand même pas mal répondu. On continuera à la fin. Et ceux qui sont intéressés, gros spoiler, on va avoir une surprise pour vous. Donc, restez jusqu'au bout. Du coup, l'accompagnement, mon chasseur IMO, comment ça se passe en fait concrètement? Alors, concrètement, si tu peux passer la slide, vraiment. Ouais, normalement, je l'ai là. Ah, Normalement, elle devrait apparaître. ah Mais voilà, ça y est. Donc, le travail du chasseur immobilier, c'est d'accompagner les acquéreurs vraiment de A à Z. Donc, du début, de la définition des critères, de la faisabilité du projet. Vous, en tant qu'acquéreur, vous allez venir avec vos envies, votre budget, et le chasseur, il va pouvoir vous dire ah, bah non, là, par rapport à votre budget, il faut mieux réorienter sur telle zone, sur tel projet. Attention à ci, à ça, voilà, et vous réorienter si besoin. Ensuite, voilà, si vous voulez passer par un chasseur pour réaliser votre projet, le chasseur va rechercher sur l'ensemble du marché. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Se Loger et Le Bon Coin. Ce sont bien sûr pas les seules sources pour trouver des biens. Il y a notamment tout ce qu'on appelle le off-market, qui sont des biens qui ne sont pas encore sur le marché, pas encore en ligne, et auxquels nous, en tant que chasseurs, on a aussi accès, par notre réseau notamment. Donc, on va rechercher sur l'ensemble du marché et vous proposer uniquement les biens qui correspondent à vos critères et qui sont ce qu'on appelle qualifiés, c'est-à-dire qu'on est sûr que ça correspond à ce que vous recherchez. Donc, il n'y a pas de temps perdu. Quand on va en visite, on est quasiment sûr que ça correspond à ce que vous voulez et que vous allez pouvoir faire une offre. Justement, si vous voulez faire une offre, on va vous accompagner sur la stratégie de négociation, puisqu'en ce moment, je vous le disais en préambule, on peut négocier les prix. Et donc là, voilà, on va vous dire quelle est la stratégie adoptée, voilà, à combien il faut faire l'offre, à combien on pense que le vendeur va faire peut-être une contre-offre, etc. Et, pardon, et analyser tous les documents administratifs, PV d'AG, tous les diagnostics, notamment le DPE, mais il y a d'autres diagnostics, et pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème pour votre acquisition. Et éventuellement, si on voit qu'il y a quelque chose, bah, négocier encore plus le prix du bien. Et après ça, quand votre offre est acceptée, on gère tout l'accompagnement administratif, courtier, enfin financement, notaire, et on reste disponible même après l'achat si vous avez des besoins en déménageur, par exemple, conciergerie, etc., pour vous proposer les meilleurs partenaires, puisque on n'internalise pas ces services-là. En revanche, on a des partenaires qu'on a testés, éprouvés, qui ont été validés par nos clients, avec lesquels on peut vous mettre en relation. Voilà. c'est Donc, en vraiment. moyenne, pour que vous sachiez, pardon. Non, non, excuse-moi, c'est moi, c'est vraiment un accompagnement hyper complet en réalité, hein, c'est fou. Ah bah, c'est ça, l'idée, c'est vraiment de se libérer l'esprit de la charge mentale qui est liée à un achat immobilier. En moyenne, en fait, quand vous cherchez seul par vous-même, vous allez mettre environ 160 heures pour voilà, le temps de trouver les biens, aller voir les annonces, appeler les agents, les rappeler parce qu'ils ne vont pas décrocher tout de suite. On va vous dire on vous rappelle et puis en fait on ne vous rappelle pas. Voilà, donc ça représente 160 heures en moyenne. Et vous qui êtes freelance, votre temps, vous savez, c'est de l'argent. Si vous facturez, si vous avez votre TJM et 500 euros par jour, on a fait un calcul, c'est 10 000 euros en fait que vous ne facturez pas parce que vous allez les passer à chercher un bien immobilier. Voilà. En moyenne, si vous cherchez seul, vous allez faire une dizaine de visites. Avec un chasseur, vous n'en ferez que 2 environ. Et en cherchant seul, en général, vous achetez 2% au-dessus du budget que vous étiez fixé. Avec nous, généralement, c'est 6% en dessous de votre budget.
grâce aux négociations notamment qu'on peut faire et puis aux bons plans qu'on peut vous proposer. C'est hyper intéressant et j'insiste vraiment sur cette notion de gain d'argent, donc sur la partie financière. Faut pas oublier que c'est 160 heures, mais c'est 160 heures lissées sur plusieurs mois. Oui, c'est ça. Et on parlait tout à l'heure de l'augmentation des taux. Ça peut être une variable qui a un impact extrêmement fort en fait sur vos futures capacités d'emprunt et sur les biens que vous allez pouvoir potentiellement acheter. Donc quand on voit que le temps représente de l'argent et encore plus pour vous, s'entourer de bonnes personnes dès le début peut avoir un impact majeur sur le bien que vous allez pouvoir acheter. Tout à fait. Bah, là, pour vous donner vraiment un exemple concret sur le taux, par exemple, si en janvier, vous pouviez emprunter 500 000 euros, le taux était à 3%, en juin, vous ne pourrez n'emprunter plus que 450 000 euros. Le taux sera à 4%. Donc, ça fait une différence de 50 000 euros. Là où faire appel à un chasseur, ça vous coûtera 15 000 euros. Donc, vraiment, comme les calculs sont vraiment vite faits, la question est vite répondue, comme diraient certains. Les calculs sont bons, exactement. Ouais. Avant de vous dévoiler un peu c'est la petite surprise qu'on a pour vous, je serais curieux de savoir si vous avez trouvé ça pertinent, intéressant. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir aussi de savoir qu'on a pu éventuellement répondre à vos questions. Donc, on est preneur de vos feedbacks. Et du coup, avant de lancer une fois encore la session questions-réponses, vous pouvez poser vos questions donc, dans le chat. En tout cas, vos commentaires sont toujours fortement appréciés. Merci. Du coup, petite surprise, on y va? Ouais, on y va. Allez. On y va. Donc, pour la communauté Cherry Pick, on propose 10% de réduction sur le service de chasse immobilière. Donc, par exemple, vous avez la grille là, de nos tarifs sur le côté. Pour un projet, par exemple, à 600 000 euros, donc nos honoraires, c'est 3%. Ça vous fait une économie de 1 800 euros. Voilà, sur les frais de chasse, c'est quand même pas négligeable. Voilà, donc pour en bénéficier, en tout cas, si vous avez un projet, eh ben, on vous invite à compléter le formulaire qui est dispo soit en scannant le QR code, soit en allant sur le lien Bitly. Et vous pourrez nous faire part de votre projet, même si ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Voilà, on peut en discuter et on vous donnera en tout cas des conseils pour commencer. C'est vrai que voilà, c'est un peu l'idée. De toute façon, on n'est pas dans l'immédiat. Donc, si vous voulez en profiter aussi pour commencer à vous renseigner et vraiment lancer la machine, il faut le voir aussi comme ça. En plus, en réalité, ça vous permet voilà, de mettre le pied dans la porte et d'y aller en fait et de commencer vraiment à rentrer dans le concret. Donc, pour avancer. En réalité, il me semble que tu as une autre aussi, entre guillemets, surprise, une petite reco, on va dire, plutôt. C'était de mettre en avant les services d'un courtier. En particulier, on l'a annoncé tout à l'heure. Ah, non, c'est juste, voilà, moi en tant que chasseur et tous les chasseurs du réseau Mon Chasseur Immo, on a des partenaires qui sont éprouvés. Et donc, si vous posez des questions sur le financement, et j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal, par exemple, il y a Claude qui dit j'ai un très bon bilan avec 1 an et demi seulement, mais j'ai un gros apport, est-ce que c'est possible de tenter d'acheter? Là, Claude, je t'invite à remplir le formulaire et ensuite, je te mettrai en relation avec un de mes courtiers en fonction de ton profil. Parce qu'en fait, le courtier, c'est pareil, il y en a qui sont spécialisés sur les SCI, d'autres sur les professionnels, etc. Donc, en fonction de la typologie de projet, de ton profil, etc., je te mettrai en relation avec le bon courtier qui pourra te conseiller sur ça. Super. Du coup, on achète la Fondation Vuitton ou pas? Parce que je vois que... Au final... C'est pas cher. Ouais, je crois qu'il y a quelque chose à faire, ça augmente dans ce coin-là. Ouais. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est vrai Charlotte a répondu à beaucoup de questions de l'audience au long de... Je me suis noté quelques questions, Ronan, que je n'ai pas répondu volontairement pour que Victory puisse répondre pour tout le monde. Ouais. Tu as déjà répondu sur la partie crédit, financement. Là, je vois encore Mohamed qui parle de son financement. N'hésitez pas à compléter le formulaire. Et nous, derrière,
on va vous contacter et on va vous mettre en relation avec la bonne personne pour prendre les bonnes décisions sur votre financement ou sur la manière d'acheter en SCI, etc. Donc, n'hésitez pas à compléter le formulaire. En fait, par exemple, pour répondre à Mohamed, il n'y a pas une réponse pour cette question en nom propre ou en SCI. Ça va dépendre de ce que tu veux en faire, en fait. Est-ce que c'est pour un investissement locatif? Est-ce que c'est pour toi? Et en fait, en fonction de la typologie de projet, la stratégie va changer, mais aussi en fonction de tes revenus. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment voir au cas par cas pour ce type de questions. Yes. On a Claude d'ailleurs qui pose une question. J'ai un très bon bilan avec 1 an et demi. Est-ce qu'il est possible de tenter d'acheter en ayant un gros apport? Oui, ça c'est ce que je disais. Je disais à Claude de remplir le formulaire, comme ça on verra avec un de nos courtiers. C'est vrai que c'est un impact. David, pareil, même réponse. N'hésite pas à nous contacter après le webinaire et on te mettra en relation avec la bonne personne pour répondre. Et justement, il y avait une question, quelle était la différence justement entre un chasseur et un courtier? Donc, je pense, Victorie, que tu peux bien repréciser. Et il y avait une deuxième question qui était la différence entre un chasseur et un agent immobilier. Ça, c'est très intéressant. Ah oui, bon alors, pour le courtier, c'est simple. Le courtier, c'est un spécialiste du financement. Donc, il va vraiment vous accompagner sur la partie financement de votre projet. Là où le chasseur, c'est vraiment sur tout le projet d'acquisition, donc recherche du bien, visite, négociation, accompagnement administratif. La différence entre maintenant un agent immobilier et un chasseur immobilier. L'agent immobilier, son client, c'est le vendeur. Lui, il a un bien à vendre et son but, c'est de le vendre, de vous le vendre. En tant qu'acquéreur, vous n'êtes pas son client. Entre guillemets, il s'en fiche de vous. Voilà, il va vouloir vous vendre à tout prix son bien. Nous, en tant que chasseurs, on n'a jamais aucun bien à vendre. On va rechercher en fonction vraiment des critères de l'acquéreur pour vous. Et notre objectif, c'est votre satisfaction, que vous achetiez un bien qui correspond réellement à ce que vous vouliez. Voilà, au meilleur prix et dans les meilleures conditions. Ok, super. On a une autre question d'Andrea qui se demande en fait qu'est-ce qui est le plus rentable, mettre en location moyenne, en longue durée, courte durée, type Airbnb, quel est ton parti par rapport à tout ça? Alors bon, en général, le plus rentable, effectivement, c'est de mettre en courte durée. Mais ça, c'est une réponse générique. Après, ça dépend vraiment de la zone. Parce qu'il n'est pas possible de faire du Airbnb partout et toute l'année. Donc, ça va vraiment dépendre de où se trouve le bien. Et ensuite, location meublée ou nue. Généralement, le meublé, c'est plus rentable. En plus, ça permet d'avoir des avantages fiscaux. Mais ça dépend encore une fois aussi de ta situation personnelle, parce qu'au bout d'un moment, si tu as plusieurs biens en meublé, tu peux sortir des conditions qui font que tu es loueur en meublé non professionnel et passer professionnel. Et alors là, les impacts sont un peu différents. Et du coup, il faut voir vraiment en fonction de ta situation et donc demander son avis à un comptable pour le coup. Ouais. En plus, je sais qu'il existe en plus des solutions où vous allez pouvoir mettre potentiellement en location vos biens. Il y a pas mal de boîtes qui proposent ce genre de service. Faites un peu attention si jamais vous le faites. Mais il y a des actes de confiance type Flex Living par exemple qui fonctionnent plutôt bien et qui sont assez innovants. Donc voilà, vous pouvez jeter aussi un petit coup d'œil sur ces possibilités. On a une petite question alors de Noémie qui arrive en retard, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, on a parlé de méthodo, mais toi on t'a demandé donc du coup 3 bilans comptables pour dire non même avec de l'apport. Donc est-ce qu'on pourrait revenir sur un peu le process pour bypasser tout ça? Noémie, j'essaie de remonter à la question. Pour me dire non, hein, quel est le process? Noémie, je ne sais pas si tu as demandé à plusieurs banques, mais en tout cas, il faut impérativement demander à plusieurs banques. Un refus, ça ne veut pas dire que toutes les banques vont te dire non, parce qu'elles ont toutes des conditions différentes. Et c'est pour ça que moi, je préfère toujours passer par un courtier, parce que lui, il va interroger plusieurs banques et il va savoir quelle est la banque la plus pertinente par rapport à ton profil. Donc Noémie, n'hésite pas en tout cas à remplir le formulaire et pareil, on te mettra en relation avec le meilleur courtier pour ça. Yes. À titre perso, et je parle parce que je suis je suis en pleine démarche à ce niveau-là. Moi, je voulais acheter un bien. La particularité, c'est que mon amie est non résidente fiscale française, c'est-à-dire qu'en fait, elle est allemande. Donc, du coup, elle n'a pas d'invit d'imposition en France. J'ai contacté certaines banques et elles m'ont dit non tout de suite. Le courtier, je suis passé par mon courtier en fait traditionnel. Lui, il a contacté directement les bonnes banques et il nous a trouvé une super offre qui nous convenait. Et c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire en fait tout seul. Et en plus de ça, il connaît bien le marché et il va pouvoir
négocier les taux comme vous l'expliquez Victory. Donc, entourez-vous d'experts aussi bien sur la chasse, sur la recherche, mais aussi sur l'accompagnement, le financement. C'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. On a le temps pour une dernière question. Est-ce que Charlotte, tu as noté quelque chose que tu trouves intéressant ou est-ce que quelqu'un a une nouvelle question à nous poser? N'hésitez pas. Non, tu avais souligné toutes les questions. Il y a une question de Moulet en tant qu'indépendant. Est-ce qu'on peut acheter au nom de sa société et la racheter plus tard en son nom propre? Bonne question. Ouais. Oui, tout est possible, mais il faudra repasser par la case notaire et donc ça veut dire repayer des frais de notaire. C'est ça. Ok, bon, hyper intéressant. Victory, Charlotte, merci encore pour cette présentation. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. La vidéo vous sera partagée. Vous aurez aussi du coup accès au support de présentation. N'hésitez pas, vraiment, je vous encourage à le faire, à vous lancer et juste vous renseigner, ça ne coûte rien. Vous avez le lien qui est assez facile pour le coup, donc profitez-en. Et si vous avez quoi que ce soit, voilà, pour côté de Cheripi, aussi à nous contacter. On a pas mal de missions pour ceux qui sont en recherche de missions. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant, on va dire. Ouais, et je précise que faire appel à un chasseur, ça coûte rien, il n'y a aucun risque, parce que le chasseur est rémunéré uniquement au succès si on trouve votre bien. Donc voilà, vous prenez aucun risque à faire appel à un chasseur, vous avez juste le risque de trouver le bien parfait en fait. C'est pas mal comme mot Voilà, comme mot de la fin. Exactement. Merci encore Victorie et Charlotte, merci à vous. Et puis on Merci vous Ronan. donne prochainement pour une nouvelle session de Pro Tips. Merci à tous les participants.